Sinistre, bien sûr, domine l'actualité. Le terrible séisme qui a frappé Haïti, qui commence péniblement à panser ses plaies et à compter ses morts. Dans la nuit du 27 au 28 février dernier, Xynthia balaye la France et touche particulièrement la façade atlantique. Vous êtes les premiers à venir écouter les sinistrés. Il faut quand même qu'on me prouve que je suis en danger mortel et que c'est pour mon bien qu'on détruit ma maison. The woman you are waiting for. La chica que todo el mundo quiere escuchar. Martine Aubry. Et comme je le disais récemment à Xavier Bertrand, il y a eu de la neige à Carcassonne, c'est pas les 35 heures. L'équipe de France de football, ça va pas terrible en ce moment, c'est pas les 35 heures. Je me pose souvent la question, Monsieur Le Pen, est-ce que c'est votre dernière élection? J'ai dit, écoutez, je n'en sais rien, j'attendrai que le patron sonne le rappel. Et je crois qu'après le 14 mars, plus personne ne parlera de la vague rose. Voilà, mais la France est bien en rose avec un seul point en haut à droite, c'est l'Alsace. Le Hezbollah doit poser les armes. C'est le message qu'est venu rappeler Gérard Larcher. C'est un message d'ailleurs que j'ai dit très directement à Hezbollah. On ne peut pas y avoir plusieurs armées dans un pays. Notre pays ne peut pas rester immobile. Je pense que ce qui se passe dans la rue, plus ce que nous sommes capables de faire nous-mêmes, ça peut encore amener nos gouvernements à réfléchir. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur pour avis. Si vous voulez bien retirer la banderole, maintenant, s'il vous plaît. Le Sénat a adopté l'ensemble du projet de loi portant réforme des retraites. Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, est l'invitée de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Un parcours en 3 étapes vous attend. Et oui, comme les étudiants un peu. Hein. Dans un instant, Olivier Picard, des dernières nouvelles d'Alsace, nous rejoindra pour aborder la question des universités. L'autonomie est en marche, hein, également en Alsace et un peu partout, on le verra. Et elle est en marche, mais encore sujette à bien des critiques. Hein, on le verra, cette autonomie. Et puis, Perrine Tarnot, de Public Sénat, nous rejoindra pour des questions plus personnelles à la fin de cette édition. Mais d'abord, des questions d'actualité. Valérie Pécresse, est-ce que vous êtes prête à tout mettre sur la table, je veux dire d'éventuels revenus complémentaires, dans le cadre d'une déclaration d'intérêt? Je crois que tout ce qui est nécessaire pour faire la transparence et surtout pour prévenir le moindre soupçon sur la classe politique, c'est bien. Voilà. Donc moi, je me plierai à toutes les demandes de renseignements qu'on me formulera. Je pense que jouer la transparence totale pour qu'il y ait une vraie confiance des citoyens vis-à-vis de leurs élus, c'est nécessaire et on va le faire. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation un peu délicate? Est-ce que vous vous êtes interrogé parfois sur des risques de conflit d'intérêts dans vos fonctions ministérielles? Écoutez, ça ne m'est pas arrivé, ça peut arriver dans n'importe quelle vie. Ça m'était arrivé quand j'étais plus jeune, quand j'étais juge. Quand on est juge, il faut toujours s'interroger effectivement sur le risque de partialité qu'on peut avoir quand on prend une affaire qui vous touche de trop près. Et on faisait vraiment une réflexion sur cette question au Conseil d'État pour être sûr qu'on ne nous confiait pas des affaires avec lesquelles, même ne serait-ce que... Voilà, je ne sais pas, mais juger l'affaire d'une responsabilité d'un hôpital sur un enfant handicapé, quand on a soi-même un enfant handicapé, c'est des choses qui peuvent vous rendre partial. Et donc l'idée de sensible, on pourrait dire dans ce cas-là. Ou sensible, même, hein. oui, mais sensible. Donc, mais ça peut briser votre objectivité. Donc je crois que cette question de l'impartialité, de l'exemplarité est une question, mais qui ne se résumera pas à une loi. C'est-à-dire qu'en réalité, les situations... Il y aura une loi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le conflit d'intérêts, il s'apprécie en réalité au vu d'une situation, de manière très globale. Et j'ajoute que nous, hommes politiques, nous sommes évidemment responsables de notre vie, mais on ne peut pas étendre non plus ce choix de vie de faire de la politique à l'ensemble de notre entourage. C'est-à-dire qu'on peut avoir une famille, on peut avoir des amis, etc. Donc je pense qu'en réalité, c'est vraiment en conscience, au vu d'une situation de fait, qu'on doit savoir s'il faut intervenir, pas intervenir, on peut intervenir ou pas intervenir. Les propositions de la sous surveillance, de les regarder de près. Est-ce que vous êtes
exprès, votre mari aussi? Moi, je pense que de toute façon, il faut faire la transparence. Oui. Mais là aussi, après, il faut qu'on... Dans le couple? Oui, mais il faut faire attention parce que il faut vraiment prendre en compte toutes les situations de famille dans ces cas-là. Il ne faut pas pénaliser le mariage. Je ne dis pas ça parce que je suis mariée. Il faut prendre en compte, évidemment, toutes les situations familiales. Et en même temps, il faut se dire que, voilà, on ne peut pas imposer à la famille d'un élu non plus de ne pas avoir de vie. Donc il faut aussi qu'on réussisse à trouver quelque chose qui équilibre ces contraintes. En tous les cas, les activités. C'est la question d'Arnaud Montebourg et Audrey Pulvar, par exemple. Oui. Jusqu'où est-ce que, à partir de quand est-ce qu'on trace la limite entre la vie privée et les obligations vis-à-vis du conjoint? En tous les cas, vous reconnaissez que après l'affaire ou le scandale Woerth-Bettencourt, la France était en retard en matière de transparence. Il fallait agir. Non, moi je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on était spécialement en retard en matière de transparence, mais je pense que c'est cette affaire, plus surtout, moi je pense qu'en réalité, ce n'est pas tellement cette affaire-là qui a été la plus marquante pour l'opinion. Je pense que l'affaire la plus marquante, c'est celle du Mediator et celle de la possibilité d'avoir des membres de cabinet ministériel qui prennent une décision de mise sur le marché de médicaments en ayant un jour été salarié d'un laboratoire. Donc je pense que ça, là-dessus, il y a vraiment quelque chose sur laquelle il faut faire vraiment la transparence. Je pense qu'on peut prendre toutes les décisions du moment qu'on a été transparent sur son passé. Parce qu'en réalité, on n'est plus soupçonnable quand on est transparent sur son passé. Si je dis, voilà ma vie, et voilà la décision que je prends, voilà la vie de mes proches, voilà la décision que je prends, déjà, on bannit le soupçon. Alors, vous avez parlé de vos activités de juge. Votre nom avait été cité lors du dernier remaniement pour la justice, justement, Valérie Pécresse. Comment est-ce que vous réagissez à la disparition de la jeune Laetitia à Pornic? Pour éviter un tel drame, faut-il relancer le débat sur la récidive? Je crois que le problème, c'est quand une situation se produit, se reproduit et qu'on a l'impression qu'il y a une impuissance publique. Et là, je crois qu'avec l'affaire de la jeune Laetitia, il y a ce sentiment d'impuissance publique. On a l'impression de voir un événement qui s'est déjà produit à plusieurs reprises. Il y a eu des cas très récents, je pense, dans le Nord. On a l'impression qu'on revit le même film. Et ça, je pense que les Français ne l'acceptent pas. Ils n'acceptent pas cette notion d'impuissance publique. Et qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'il y a déjà eu tellement de lois. Le problème, c'est pas qu'il y a eu tellement de lois, c'est que la loi que nous avions proposée qui disait qu'un détenu qui va sortir de prison et dont les médecins reconnaissent la dangerosité pour lui-même et pour les autres, la dangerosité doit faire l'objet de mesures de sûreté spécifiques. Nous avions proposé cela et vous savez que le Conseil constitutionnel a jugé que ça n'était pas constitutionnel, parce que c'était une peine complémentaire et que c'était contraire à la règle constitutionnelle. Vous voulez revenir à cette idée? Je pense qu'en tout cas, il va falloir qu'on trouve, en travaillant avec le Conseil constitutionnel, la voie de passage. Parce que je crois que les Français ne comprennent pas qu'on sache à la sortie de prison d'une personne qu'elle est dangereuse, qu'on le sache, que la société le sache, que l'administration le sache, que le ministère de la Justice le sache, et qu'on la laisse sortir sans suivi, sans protection. Je pense que ça, personne ne l'accepte plus, et j'ajoute que ça fait des ravages, des victimes innocentes. Et en plus, il faut toujours penser que le criminel récidiviste, il joue aussi sa vie quand il récidive. Donc cette mesure, elle est aussi de protection pour lui-même. On peut encore aller plus loin, selon vous, je pense pour éviter Je pense qu'il faut des mesures de sûreté quand un détenu va être libéré et qu'on sait, qu'on a un diagnostic qui dit qu'il est dangereux. Il faut qu'on prenne des mesures de sûreté spécifiques pour lui. Alors je ne sais pas quelles mesures on pourra prendre. Il faut évidemment travailler ça avec le Conseil constitutionnel, puisque la loi avait été, vous le savez, déclarée non valable. Oui. Il faut qu'on y travaille avec le Conseil constitutionnel. On ne peut pas attendre. Ça peut être la géolocalisation avec un suivi avec un bracelet électronique. Ça peut être des obligations de traitement, mais avec vraiment une mesure très contraignante si on ne les suit pas, une obligation de se déclarer. Bref, un certain nombre de choses, peut-être avec le juge d'application des peines, qui aurait une plus grande latitude, mais ça se travaille en lien avec le Conseil constitutionnel. Allez, on va dire un mot du Conseil constitutionnel, parce qu'il est impliqué également dans l'avenir politique de Jean-Paul Huchon, votre ancien adversaire au régional, Valérie Pécresse. C'est bien celui que vous avez combattu et qui vous a battu finalement aux dernières élections régionales. Donc Jean-Paul Huchon a conclu un accord avec le gouvernement sur le Grand Paris, et notamment son grand métro automatique. Vous le félicitez ? Moi, je suis extraordinairement heureuse de cet accord. Oui. Cet accord qui fait converger donc le projet de la région avec le projet de l'État. Pourquoi je suis heureuse? Parce que je crois que c'est les Franciliens qui gagnent. Les Franciliens, dans le débat public sur le Grand Paris, ils veulent tout.
Ils veulent la modernisation des transports aujourd'hui, ils veulent une desserte de la petite couronne, celle que proposait Jean-Paul Huchon, et ils veulent aussi qu'on prépare l'avenir, c'est-à-dire qu'on desserve aussi demain je me souviens les aéroports, la grande couronne. Des régionales, Valérie Pécresse, vous aviez dit que vous étiez la mieux à même de faire réussir ce grand pari. Oui. Jean-Paul Huchon, tout socialiste et tout opposant qu'il est, il réussit aussi bien alors. Écoutez, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce projet de Grand Paris, dont il a annoncé pendant toute la campagne qu'il ne le ferait jamais, qu'il le combattrait de toute son âme, finalement, il se rend compte que c'était le seul projet possible. Qu'est-ce que vous voulez laisser entendre? Peut-être que c'est un accord de circonstance. On sait qu'il est sous la menace d'une inéligibilité. Je pense que Jean-Paul Huchon... Est-ce que ça a pu le peser dans sa décision? Je pense que Jean-Paul Huchon est le président aujourd'hui de la première région de la 5e puissance mondiale et qu'il assiste comme moi aux débats publics qui se déroulent dans toute la région et qu'il entend ce que disent les Franciliens et qui comprend bien que si nous sommes aujourd'hui dans une situation absolument désastreuse en matière de transport, c'est parce qu'il y a 10 ans, on n'a pas construit les nouvelles lignes qui aujourd'hui nous permettraient de désengorger. Parce qu'il y a 10 ans, on n'a pas pris les bonnes décisions. Donc il comprend bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative au Grand Paris. Alors il y a quand même un petit trou, vous le savez, dans l'accord, c'est la desserte du plateau de Saclay. Dont ne veulent pas entendre parler les écologistes, notamment Cécile Duflot. Voilà, alors vous savez que Jean-Paul Huchon est un peu prisonnier de son accord politique avec les Verts, et s'il veut obtenir le vote de sa majorité, il ne peut pas s'engager sur la desserte de ce plateau de Saclay. Alors moi je le dis très calmement, mais Saclay, c'est un projet pour l'Île-de-France, bien sûr, mais c'est aussi un projet pour la France. On va investir dès cette année 3 milliards d'euros pour faire de Saclay le phare de la technologie française. Les écologistes disent que ça n'est pas du tout prioritaire pour les Franciliens. Mais est-ce qu'un projet où on va concentrer, dans certains domaines, 20% de la recherche de la France... Et là, on parle de la desserte par ce nouveau métro. Ah ben attendez, vous pensez qu'on va amener des chercheurs s'il n'y a pas de route et s'il n'y a pas de transport en commun? Les Verts ne veulent pas de route. Ils ne veulent pas de route parce qu'ils ne veulent pas de voiture. Ça, on les comprend. Mais il ne peut pas dire on ne veut pas de route et on ne veut pas de transport en commun. Ça veut dire qu'en fait, ils ne veulent pas de Saclay. Or, qu'ils aillent en Russie. En Russie, ils font Skolkovo, l'équivalent de Saclay, à 40 km de Moscou. À Séoul, ils font un campus coréen technologique le même. Aux États-Unis, ils n'ont pas attendu, ça fait 40 ans qu'ils font des grands campus. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on veut comme France demain? Est-ce qu'on veut une France congelée, où le progrès technologique, le progrès scientifique, c'était au 19e siècle, ou est-ce qu'on veut une France qui investit dans la voiture électrique? Parce qu'à Saclay, c'est le projet de voiture électrique. À Saclay, c'est le projet d'énergie du futur. Il faut que le métro y passe, donc on vous a compris. Il faut que les chercheurs... Sinon, on va urbaniser. Après cet accord... S'il n'y a pas de transport, on sera obligé d'urbaniser. Et c'est ce que les Verts ne veulent pas, et c'est ce que nous ne voulons pas. Après cet accord, signé avec le ministère de la Ville, est-ce que selon vous, Jean-Paul Huchon mérite toujours d'être destitué pour une campagne d'affichage 6 mois avant les régionales? Est-ce qu'il le mérite toujours? Votre avis à vous? Cette question... parce que tout ça émane d'un militant UMP. L'affaire qui concerne Jean-Paul Huchon, c'est une question de morale et d'éthique politique. Donc, vous ne pouvez pas me demander si je suis pour la lutte contre les conflits d'intérêts et me demander si je suis contre le fait qu'on applique la morale électorale. Quel sort mérite-t-il donc pour vous? Je voudrais qu'on rappelle un tout petit peu. Il a été largement élu, il faut le rappeler aussi. Oui, mais un sportif qui gagne très largement une compétition, quand il est dopé, on lui enlève sa médaille. Et là, aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Jean-Paul Huchon est accusé et nous l'avons prévenu, nous l'avons dit, les nouveaux centres, nous, Roger Carucci, tout le monde l'a prévenu. Il a fait 2 campagnes de publicité illégales, une sur les transports, une sur la formation professionnelle, pour un montant de 1 500 000 euros. 1 500 000 euros, c'est pas 10 000 euros, c'est 1 500 000 euros. Il y a d'autres chiffres qui circulent. Non, ça c'est les chiffres. Bon. Je les cite. Monsieur Grossior, pardon, il n'y a pas d'autres chiffres qui ont circulé. J'ai les chiffres du rapporteur public du Conseil d'État. Donc c'est les chiffres officiels de ce qui est reproché à Jean-Paul Huchon. 1 500 000 euros, il doit payer 50% du plafond de campagne. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser l'argent du contribuable pour faire sa campagne électorale, pour payer 50% de sa campagne électorale? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il rembourse la région? Question. Vous pensez qu'il a les moyens? Non. Le Parti Socialiste, qui le soutient, qui lui donne l'investiture. Est-ce que c'est normal que l'argent du contribuable finance une campagne? On est en pleine campagne cantonale. Est-ce que vous trouveriez normal que le département du Val-de-Marne finance la campagne de ses conseillers généraux? On a compris vos arguments et votre position. Écoutez, je crois que c'est une question de morale. Question de morale. Allez, toute autre question, avant d'aborder votre domaine d'activité, l'université. Je voudrais qu'on revienne d'un mot sur la polémique autour de l'annulation du débat qui avait été prévu à l'École normale supérieure avec Stéphane Hessel. C'est bien vous qui avez relayé la pression du CRIF, c'est ce que dit notamment Stéphane Hessel, et qui déplore l'interdiction de débattre. Écoutez, j'ai le regret de dire à Stéphane Hessel qu'il se trompe. Il se trompe parce que depuis le Moyen-Âge,
Tout ce qui concerne l'ordre public et le fonctionnement d'une université ou d'un établissement public d'enseignement supérieur relève de son président, de son directeur. Aujourd'hui, un ministre n'a pas le pouvoir d'interdire une réunion. Vous n'êtes pas intervenu, en fait. Alors, d'abord, je n'ai pas ce pouvoir, et ensuite, je ne suis pas intervenue. Bon, je ne suis pas intervenue parce que, tout simplement, Monique Cantos-Perber a pris sa décision. Elle a pris sa décision au vu de quoi? Mais pour protéger son établissement. Parce qu'il se trouve qu'il y a en ce moment des affrontements assez violents entre étudiants de l'école normale supérieure sur ces questions pro-Israël, anti-Israël. Et je crois qu'elle a voulu protéger cet établissement. Vous l'avez approuvé. Vous savez, oui, parce que l'appel au boycott d'un pays est une infraction légale. Et que quand il y a des risques de troubles à l'ordre public dans un établissement, je soutiens les directeurs d'établissement qui essayent de protéger leurs établissements. Allez, Valérie Pécresse, Olivier Picard. C'est pas arrivé qu'à l'école normale supérieure, c'est arrivé aussi à Montpellier. À Marseille, il y a eu un cas similaire. En ce moment, il y a C'est assez triste que l'on ne puisse plus débattre dans les grandes écoles. C'est pas une question de débattre, c'est une question d'appeler au boycott. Non, c'est le problème d'appeler au boycott d'un pays, ce qui est une infraction légale. Les présidents des universités ne veulent pas qu'on tienne des propos illégaux dans l'enceinte de leur établissement. C'est pas une question de débat. Olivier Picard, donc DDNA va nous rejoindre pour évoquer la question, je le disais, notamment de l'autonomie des universités. Elle est en marche. Vous estimez avoir plus changé d'ailleurs l'université en 3 ans qu'au cours des 30 dernières années. J'ai pas dit l'université a plus changé grâce en 3 ans. à votre action, j'imagine. Grâce à l'action aussi de la communauté universitaire qui s'est énormément mobilisée. Qui s'est vachement mobilisée. Puis qui est aussi énormément. Et qui est vachement remontée aussi concernant les problèmes de budget. On en parle, mais d'abord, on regarde ce qui se passe concrètement sur le terrain. L'autonomie, donc je le disais, devient la règle, mais pas encore à la satisfaction de tous ces acteurs, comme le montre ce reportage de Fabrice Cunet. En apparence, rien n'a changé. Pourtant, l'université d'Orléans est en pleine révolution. Depuis le 1er janvier, elle fait partie des universités devenues autonomes, comme le prévoit la LRU. En résumé, une enveloppe globale pour payer les salaires et investir dans la recherche et les formations. Une révolution préparée depuis des mois. Sur l'aspect préparation technique, oui, il a fallu une bonne année après un audit pour détecter les points faibles, les points forts de l'établissement. Mais sur l'aspect que moi j'estimais essentiel, c'est-à-dire la capacité à être un partenaire de stratégie avec l'État, cette partie-là, on le prépare depuis longtemps quand même. On l'attend surtout depuis un moment. La stratégie, le projet universitaire sont désormais déterminés de manière autonome. Une aubaine pour des universités moyennes comme Orléans. On peut utiliser cette autonomie pour se focaliser en mettant aussi de l'énergie sur les autres, mais en tout cas ne se mettant pas toute son énergie sur toutes les disciplines, mais sur certaines sur lesquelles on est sûr que pour la France, ou parmi peu en France, on est parmi les meilleurs. À Orléans, la réussite pourrait passer par exemple par les géosciences. Encore faut-il que les universités aient les moyens de leurs ambitions. C'est le serpent de mer dans l'enseignement. Et l'autonomie n'y a rien changé. L'université Paris-Descartes est la première à avoir expérimenté le dispositif. 3 ans après, le budget ne suivrait plus. Le budget est mauvais. Le budget est un budget qui est en diminution de moyens, puisque, simplement quelques chiffres, le budget de fonctionnement est augmenté nominalement de 1,5%, alors que l'inflation est de 2,1%. Pire, il manquerait au moins 500 000 € pour payer les salaires. De quoi remettre en question, par exemple, la politique de financement de projets doctorants que l'autonomie avait permis. Si jamais on est obligé, pour payer les salaires, par exemple, de diminuer notre investissement dans la formation et dans la recherche, c'est l'idée même magnifique d'autonomie qui pourrait être menacée. Le cas n'est pas isolé. L'université de La Rochelle, par exemple, a dû reporter le vote de son budget. Bataille de chiffres en perspective avec le ministère, mais on sous-estime souvent le prix des révolutions. Olivier Picard, donc, nous a rejoint. Bonsoir Olivier, Bonsoir, interrogé Michel. la ministre sur les universités, pas seulement en Alsace bien sûr, la question se pose partout en France. Alors à Strasbourg, c'est un peu la vitrine, Valérie. Alors, vous venez de dire que l'université avait plus changé en 3 ans qu'en 30 ans. Alors, moi, j'ai votre bulletin de notes sous les yeux, le classement Shanghai 2010 des universités mondiales. C'est pour ça que vous l'appelez par son prénom, absolument, en fait, comme une élève. Voilà, on ne trouve que 3 Françaises parmi les 100 premières, ça je vous apprends rien. Paris 6 à la 39e place, Paris 10 à la 45e, l'école normale supérieure à la 78e, qui perd une place. Et pendant ce temps-là, nos amis britanniques en place 5 dans le top 10, les Suisses en place 1 en 4e position, Copenhague en 7e. Bon, j'arrête là. Alors, c'est pas brillant et surtout, pour le moment, on ne voit pas d'évolution.
Alors depuis 3 ans, vous avez une politique extrêmement active, mais qu'est-ce qui peut nous faire croire que vous avez enclenché un changement qui va être significatif? Alors si vous étiez dans un grand oral, vous auriez déjà 2 minutes pour nous convaincre d'aller plus loin après dans la conversation. Je crois d'abord que l'autonomie, c'est une réforme qui va faire entrer la culture de la performance dans l'université française. C'est en ça que l'autonomie est une révolution. Parce que quand on est autonome, on est libre de prendre des initiatives, alors que les universités devaient demander l'autorisation pour tout faire avant. Et puis c'était tassillon, c'était bureaucratique. Donc elles sont libres, mais elles sont responsables de leurs résultats. Et moi, je suis un peu attristée, je vous le dis, quand je vois le reportage que je viens de voir, où on m'explique des choses qui sont absurdes. L'université française a vu ses moyens croître de 26% en moyenne en 4 ans. Alors c'est vrai que l'augmentation s'est ralentie cette année, puisqu'elle n'est que de 3% d'augmentation pour le budget de fonctionnement. On va y revenir. Et de 2% sur la masse salariale. Oui, mais sauf que je crois que c'est indécent de la part des universités, dans une période de crise économique, alors qu'elles vont recevoir 22 milliards d'euros de grand emprunt national pour la recherche et pour l'université, qui vont se traduire dès cette année sans doute par 1,5 milliard d'euros directement dans les budgets des universités, de se plaindre. Je crois que c'est... Et vous savez en plus que les universités ne sont pas soumises à la règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Elles sont exemptées, elles sont totalement prioritaires. J'entends bien, mais là, on voit dans le reportage, Axel Kahn, il parle de façon très concrète, il remet pas en question le principe de l'autonomie, il dit simplement un problème de fonctionnement. Ce soir, il y a vos vœux, il y a un certain nombre de syndicats qui ont décidé de ne pas venir parce qu'ils dénoncent un budget de misère, en tout cas pas à la hauteur des enjeux. C'est indécent d'entendre ça. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur dis que c'est indécent d'entendre une pareille critique dans un moment qui est grave pour l'économie française, qui est grave pour les finances publiques de la France, qui est grave pour le budget de l'État. Je crois que l'université française est la priorité des priorités, que nous allons y investir des moyens qu'elles n'ont jamais eu. La semaine dernière, j'ai attribué 340 millions d'euros de subventions meilleurs laboratoires, qui avaient des projets très étonnants, des projets de robotique, des projets d'énergie du futur, des projets de médecine. Pas ce fossé incroyable. Vous nous dites qu'il n'y a jamais eu autant de moyens, et les présidents qui mettent en œuvre votre autonomie disent on en manque. Non, mais parce que les présidents voudraient qu'on augmente les budgets de manière mécanique, pour tout le monde de la même façon. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une culture de la performance. C'est sur les projets que nous finançons. Nous finançons les meilleurs projets. Nous finançons les meilleures équipes. Nous finançons les meilleures formations, c'est-à-dire celles qui attirent le plus d'étudiants. Donc, alors, vous nous parlez de l'autonomie, de leur liberté, mais alors c'est vous qui choisissez les meilleurs projets. Mais non, c'est eux qui les portent, c'est eux qui les portent. Vous décidez de... Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. C'est des jurys internationaux. Ça vient de haut. Non, et le budget, c'est pas eux qui le choisissent non plus. Non, mais attendez. Les budgets, il y a un contrat. Une université autonome a un contrat avec l'État, apporte ses nouveaux projets, et ces projets sont financés. Mais vous savez, les étudiants, ils choisissent leurs universités. Quand vous avez une université qui perd 10 000 élèves, et que vous en avez une à côté qui en gagne 10 000, vous trouvez ça juste de donner autant à l'université qui a perdu 10 000 élèves et à celle qui en gagne 10 000. Je crois qu'à un moment donné, il faut que les budgets se fassent en fonction des projets, du dynamisme de l'université. C'est le cas de l'autonomie. Sur certaines questions, La Rochelle est dans un cas très spécifique. C'est une université qui est une jeune université, qui a fait le pari de l'autonomie et qui a recruté énormément de nouveaux emplois. Parce que ce qu'on ne dit pas dans ce reportage, c'est qu'avec l'autonomie, les universités ont recruté dans une période où aucun service public ne recrute. Oui. Elles ont recruté et du coup, elles ont du mal à faire face à leurs obligations parce qu'elles avaient oublié que quand on recrute l'année d'après, les gens sont plus anciens. Mais donc après, il faut effectivement, à chaque fois, il y a une variété de cas extrêmement grande. Mais en revanche, c'est l'apprentissage. Il y a un problème quand même clé qu'on retrouve à tous les échelons de ce dossier, c'est celui, vous avez cité le mot, c'est celui de l'excellence. Oui. Alors quand on fait le choix de l'excellence, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir effectivement des universités qui vont réussir et d'autres qui vont être laissées pour compte parce qu'elles sont moins performantes? Est-ce que c'est ça le prix? Excusez-moi. Est-ce que c'est ça, ma question est claire, le prix à payer pour avoir 10 universités en France qui soient de renommée mondiale? Si c'est le prix politique à payer, à ce moment-là, est-ce qu'il faut le dire? Et est-ce que vous allez nous le dire clairement? Mais je n'ai pas dit ça parce que je ne pense pas ça. Je pense que l'excellence, elle est dans tous les domaines. Elle est dans la recherche, elle est dans la formation. Et je pense en plus que vous avez bien regardé ma politique. Ma politique, c'est effectivement l'autonomie, donc la responsabilité, la liberté, mais c'est aussi les regroupements.
vous avez vu que ce que je voulais, c'est que les universités se mettent en réseau. À Strasbourg, ils sont même allés jusqu'à fusionner. Donc des universités de sciences humaines et sociales qui, jusqu'à présent, n'avaient pas les moyens. Vraiment, pas les moyens, historiquement. Historiquement, celles qui ont les moyens, c'est les grosses scientifiques. Les universités de sciences sociales en avaient peu, ont beaucoup de nouveaux élèves. Les universités médicales ont été débordées aussi par l'afflux de nouveaux élèves. Bref, il faut les aider à se regrouper. Qu'il y ait une université à Strasbourg, une université à Bordeaux. Mais il ne faut pas oublier non plus les universités qui ont un rôle de proximité, Mulhouse ou bien Pau. Et il faut les mettre en réseau avec les grandes. Sur et ça fait de la solidarité. Bien sûr, oui, mais ça veut dire que tout le monde est d'accord. À qui je vais donner l'argent? Voilà, c'est ça. Non, mais pardon, à qui je vais donner l'argent? Si je donne l'argent à l'université de Strasbourg, qui en plus travaille en partenariat avec l'université de Mulhouse, je donne en réalité l'argent à toute la région Alsace. C'est-à-dire que quand vous dites il y aura quelques universités, non, il y aura la région Alsace qui aura une université en réseau, très puissante, avec une image de marque internationale. C'est ça le projet. Et l'idée, c'est que l'excellence, elle est partout et pour tout le monde. Chacun peut trouver sa stratégie d'excellence. Mais vous ne pouvez pas me dire que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Parce qu'il n'y a aucun budget universitaire qui baisse cette année. Aucun budget universitaire qui baisse cette année. Vous les trouvez ingrats, ces présidents d'université? Je crois surtout qu'il faut qu'ils regardent autour d'eux, qu'ils regardent ce qui se passe dans les universités anglaises, ce qui se passe dans les universités allemandes, ce qui se passe dans les universités espagnoles, où aujourd'hui tous les budgets de l'enseignement supérieur et de la recherche sont les victimes de la crise. Nous continuons d'investir. Et je vous dis, avec le plan d'investissement d'avenir, c'est 1,5 milliard d'euros dès cette année dans les budgets à dépenser des universités. Ils continuent de contester mais cette sur version. Projet. Voilà. Alors, et c'est la culture de la performance. Il faut avoir des projets pour avoir les financements. Un autre point important, le plan campus et les partenariats publics-privés. Est-ce que finalement, quand on fait appel au privé pour moderniser les universités, on ne risque pas de mettre finalement le destin des universités entre les mains du privé? Ou est-ce que c'est un risque que vous prenez, que vous assumez? Vous voulez dire, comme on l'entend sur les campus, le MEDEF. Voilà, et surtout, même plus prosaïquement, d'entreprises qui ont intérêt à avoir simplement une université qui va former des gens qui vont leur servir après. Non mais attendez, le plan campus, c'est un projet immobilier. Oui. J'entends. Et les partenariats publics-privés, ils sont faits avec des entreprises du BTP, du bâtiment et des travaux publics. Pourquoi on a choisi les partenariats publics-privés? C'est simple. C'est parce qu'il y a deux problèmes. Il y a d'abord, vous connaissez le cas de Jussieu, maîtrise d'ouvrage public par l'État, 7 à 8 ans de retard sur le chantier. Donc on a dit, on va donner au privé la responsabilité de faire le chantier. Comme ça, ce sera lui qui sera responsable s'il y a des délais. Et je peux vous assurer, quand on fait un partenariat public-privé, je l'ai vu à Paris 7, si je compare à Tolbiac, le campus Tolbiac, on a signé un partenariat public-privé il y a 18 mois, on est déjà en train de lancer le chantier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un partenaire privé, il est soucieux d'efficacité, c'est lui qui assure les risques, et donc le chantier ne prend pas de retard. Deuxième problème, la maintenance. Vous savez on livre beaucoup dans le service public de bâtiments neufs, et puis on dit ensuite aux universités ou à d'autres, aux hôpitaux, entretenez-les. Et ils n'ont jamais les moyens suffisants pour les entretenir ou ils n'ont pas la compétence et ça se dégrade. Là, on a dit c'est le privé qui entretiendra pendant 25 ans. Donc ça veut dire qu'ils vont construire des bâtiments économes en énergie, qui pourront maintenir facilement, qui vont être de bonne qualité, qui vont être durables. Ça, on n'en doute pas, mais c'était pas l'autre question. L'autre question concernait la recherche fondamentale. Et évidemment l'apport du privé dans la recherche fondamentale. On craint justement, dans la recherche, excusez-moi, les universitaires et les chercheurs craignent que la recherche fondamentale soit en quelque sorte sacrifiée à une recherche appliquée qui serait plus rentable, en tout cas à court terme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir pour les rassurer? Nous dire de plus que ce que vous leur avez déjà dit, parce qu'apparemment ils restent inquiets. Je veux qu'on dise d'abord la vérité. La vérité, c'est que nous sommes un très grand pays de sciences. On est dans le 5e, 6e pays en termes de publication, de recherche. On est 12e en termes de dépôt de brevets. Donc il y a un problème de rapport entre le public et le privé en France. Notre recherche privée n'est pas assez importante et elle n'est pas suffisamment en lien avec les universités. Donc ce lien entre l'entreprise et l'université dont vous parliez dans votre précédente question, je le revendique et je l'assume. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'on va tuer la pensée libre dans l'université ou qu'on va uniquement utiliser la recherche à des fins utilitaires. Pourquoi? Parce que ce qui fait justement l'intérêt des entreprises pour la recherche française, c'est justement qu'elle va du plus fondamental jusqu'à l'appliqué. Quand je donne 40 millions d'euros à l'école de mathématiques française, c'est pas uniquement pour qu'ils me développent des modèles financiers. C'est aussi pour qu'ils trouvent des théorèmes qui résolvent des théorèmes. Donc vous ne dites pas comme De Gaulle, j'aime bien les chercheurs, mais je préfère les trouveurs, en quelque sorte. Je dis, peut-être pas comme De Gaulle, il faut absolument qu'on
finance la recherche fondamentale et les projets d'équipement d'excellence qu'on a financés cette année sont des projets magnifiques, parfois de recherche très fondamentale, des lasers, des plateformes de supercalcul intensif, donc des choses très fondamentales. Mais on peut aussi avoir des projets très appliqués et il faut faire ce partenariat. Et c'est le cœur du grand emprunt. C'est transformer la recherche en emploi aussi. Valérie Pécresse, vous êtes une bonne élève. Préparation à Ginette, à HEC, vous êtes sortie deuxième de votre promotion de l'ENA, mais vous n'êtes jamais, je crois que votre père était professeur d'université, mais en revanche, vous n'êtes jamais passé par la faculté. Fatale erreur. Est-ce que c'est, j'allais vous poser la question, est-ce que c'est un handicap dans vos fonctions de ministre? Est-ce que c'est un regret personnel? Mais c'est surtout faux. C'est surtout faux. Je suis passée par l'université, c'est à l'université que j'ai préparé l'ENA. Ma préparation ENA, je l'ai faite à l'université. D'accord, mais vos diplômes? Ah bah attendez, il n'y a pas que les diplômes dans la vie. Si vous croyez que tous les gens qui passent par l'université sortent avec un diplôme, je suis passée par l'université et c'est l'université qui m'a permis d'être diplômée d'une grande école. J'ajoute en plus que j'ai travaillé à l'université pendant des années, puisque quand j'étais dans mon école de commerce, j'étais l'assistante d'un professeur d'université, dont je faisais tous les travaux documentaires. Donc j'ai été vacataire à l'université. Et puis ensuite, j'ai enseigné à l'université. Donc vous avez l'impression de bien... Je crois que et j'ai été inscrite dans plusieurs diplômes universitaires en n'y allant pas parce que je faisais trop de choses en même temps. Tout votre cursus parce qu'il faudrait une émission complète peut-être. C'est vrai, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas me dire que je ne connais pas l'université avec un père et 2 oncles universitaires et en ayant été élève à l'université. Dernière question quand même, sur la question de l'université, on s'aperçoit que la part des étudiants issus des milieux populaires, les fils d'ouvriers, décroît. Est-ce que là, ça n'est pas un échec terrible? Non, mais je crois que dans une période de crise... Vous qui distribuez, là, vous nous avez dit depuis le début de l'émission, des millions, D'abord, l'étude dont vous parlez, et qui a été largement reprise, est une étude sur la méthodologie de laquelle il y a encore des questions. C'est une étude dans laquelle le taux de réponse est de 25%. Donc c'est une étude qui n'est pas représentative et dont on peut pas dire que les résultats aient une valeur statistique. D'accord, mais toutes les statistiques depuis toujours disent la même chose. Hein. Oui, cette question de toutes les non, non, c'est pas vrai. Non, mais je voudrais revenir là-dessus. Néanmoins, cette question de l'ouverture sociale de l'université est une question qui se pose et qui se repose, vous avez raison. On est en période de crise économique. En période de crise économique, il y a évidemment un repli d'un certain nombre de familles qui se disent il vaut mieux travailler tout de suite, un tien vaut mieux que du tutorat qu'à d'aller à l'université. Mais les chiffres que nous avons ne sont pas ceux-là. Aujourd'hui, en prépa, nous sommes passés de 20% de boursiers à 30% de boursiers. Donc ça veut dire qu'on nous faisons un effort d'ouverture. Et quant aux bourses, nous avons 50 000 boursiers supplémentaires maintenant parce que nous avons ouvert l'éventail des bourses. On ne va pas ouvrir une autre querelle de chiffres. Ce que je veux dire, c'est que l'ouverture sociale est au cœur de notre politique et c'est vraiment un objectif que je soutiens. Mais cette année, on va faire de l'apprentissage à l'université. Parce que ça, je crois que pour des jeunes qui ne peuvent pas financer leurs études ou qui veulent gagner leur vie très vite, être en contact avec le milieu professionnel, être rassurés, puisque vous parlez de rassurer, je pense que c'est important. Merci Olivier Picard. Allez, dernière partie de Preuve par 3 avec Perrine Tarnaud qui va nous rejoindre. On ne peut pas évidemment passer, je suis désolé Valérie Pécresse, à côté de la polémique autour de Facebook. Eh oui, le relais de la révolution tunisienne, l'instrument de la révolte égyptienne, en tous les cas jusqu'au blocage ce mercredi de ce réseau social très important pour les jeunes qui descendent dans la rue. Ou comment une formule rapide sur un plateau de télévision sur l'acte de naissance du réseau social a fait les beaux jours du net il y a une semaine. Tam Tranui. Bonjour. Le problème quand on devient la coqueluche du web, c'est que c'est très souvent à ses dépens. Il suffit parfois d'une phrase pour renflammer la toile. Illustration la semaine dernière. Quand on voit qu'aujourd'hui Facebook détrône Google, Facebook n'existait pas il y a 1 an. Ah non, c'était il y a plutôt 7 ans. Et oui, Valérie Pécresse en a fait tout récemment les frais. Quand on parle de Google, Facebook ou Twitter, mieux vaut bien peser ses mots. Du petit bug au gros buzz, il n'y a qu'un pas. Et le buzz estampillé Valérie Pécresse, c'est devenu une véritable marque de fabrique depuis la campagne des régionales, l'assurance pour la blogosphère de passer un bon moment de rigolade, que ce soit avec les moments de campagne captés par les caméras de Canal+ et qui ont vite fait le tour du net. La génération Tanguy, c'est un mythe. Tanguy n'existe pas. Alors, libérons Tanguy. Les vidéos officielles de l'ex-candidate, un chouïa kitsch, ou bien encore la guéguerre par Twitter interposée à laquelle Valérie Pécresse et Anne Hidalgo se sont livrées. Mais là, rendons à César ce qui lui appartient. C'est la socialiste qui a commencé avec cette photo où l'on peut voir en très flou et très petit la ministre endormie au conseil régional.
Voilà, vous ne dormiez pas donc. Hein. Je tweetais. Vous tweetiez, voilà. Bon, c'est plutôt sympathique. Hein. Ça Karine. montre en tout cas que vous n'êtes pas infaillible. Quand on a parlé de vous tout à l'heure comme une bonne élève, on vous présente toujours un peu comme ça, à qui tout réussit. Mais finalement, sans beaucoup d'aspérité non plus, est-ce que vous n'avez pas un peu marre de votre image lisse ? Oui, mais vous savez, quand on mène une réforme qui est difficile, qui est compliquée, qui met les étudiants pendant 5 mois dans la rue, on ne peut pas se permettre de faire du Claude Allègre. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de faire de la provocation. Je pense que je suis peut-être effectivement contrôlée dans ce que je dis, mais il vaut mieux être contrôlé dans ce qu'on dit et mener avec persévérance et courage une réforme que personne n'a faite pendant 40 ans, plutôt que d'être, j'allais dire, assez provocatrice et de planter la réforme. Donc là, vous ne dormiez pas, vous étiez en train de tweeter, c'est ça, vous en voulez... J'étais en train de tweeter sous ma table, mais là où j'ai fait une bêtise, c'est qu'il fallait que c'est que je ne voulais pas être photographiée avec mon portable sur la table. Mais c'est pas grave. Est-ce que vous en voulez à Anne Hidalgo ou pas? Non, tout ça c'est grotesque. Mais j'ai trouvé que c'était tellement pas au niveau de la campagne. Mais voilà. On parlait d'Internet et justement de la censure en Tunisie. Maintenant, en Égypte, les États-Unis appellent ce soir les autorités égyptiennes à ne pas censurer Internet et les réseaux sociaux. Vous soutenez cet appel d'Hillary Clinton? Je crois qu'on doit tout faire pour faire progresser la démocratie, et particulièrement dans les pays qui sont nos amis. Donc effectivement, cette question d'Internet et de la censure est une question extrêmement sensible. La liberté d'expression aujourd'hui, elle passe par Internet. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre soutien à ce qui se passe aujourd'hui dans la rue égyptienne et puis dans la rue tunisienne, où on voit beaucoup d'étudiants? Je crois que le soutien au mouvement démocratique, évidemment. En même temps, ce qui est vrai, c'est qu'il faut trouver la voie pour que ce mouvement démocratique débouche et ne débouche pas sur le désordre. Parce que quand on voit aussi des scènes de pillage, quand on voit des gens apeurés, quand on voit des risques sur la population, on se dit ça peut mal se passer, ça peut mal tourner. Parce que vous savez que des gens qui ont peur, eh bien, ils peuvent se tourner vers des régimes encore pires que ceux qu'ils ont laissés. Donc il faut vraiment qu'il y ait un mouvement démocratique, mais il faut aussi avoir confiance dans les autorités en place, les autorités de transition, pour mettre en place ce mouvement démocratique. C'est tout l'équilibre très difficile. Moi, je l'ai vécu parce que quand j'étais jeune, j'étais en URSS au moment de la transition démocratique de Mikhaïl Gorbatchev, et il y a eu des moments très durs. Il y a eu des moments de confrontation armée très violente. Parce que quand on libère un mouvement démocratique, en réalité, après, il faut voilà, ça peut conduire à des choses incontrôlées. Et le risque, c'est de ne pas réussir cette transition démocratique. Alors oui à la démocratie, mais attention aussi à réussir cette transition démocratique. Et il faut que absolument le gouvernement de transition la mène, et il faut qu'il y ait confiance dans ce gouvernement de transition. Perrine. Et soutien à ce gouvernement. Pour revenir à un passé peut-être un petit peu plus récent pour vous, depuis un an, on vous a un peu perdu de vue, Valérie Pécresse. Vous êtes recentrée sur vos dossiers au ministère. Est-ce que c'était le temps nécessaire pour gérer votre échec au régional de l'année dernière ? Oui, je crois qu'à un moment donné, les franciliens se sont exprimés. Ils ont choisi de renouveler le président Huchon à la tête du conseil régional. Aujourd'hui, il faut qu'on construise un projet alternatif. C'est ce qu'on a fait avec le contre-budget que nous avons présenté à la région. À la région, nous avons dit que le budget présenté par les socialistes était à contresens économique parce qu'il augmentait le fonctionnement, il baissait l'investissement. Pendant un an, vous avez un peu accusé le coup quand même de cet échec ? Non, j'ai plutôt construit la maison, l'opposition qui doit être la nôtre. Une opposition qui est, j'allais dire, exigeante, qui n'est pas indulgente, mais une opposition qui est aussi constructive. Je pense que bâtir un contre-budget, défendre un projet de Grand Paris, ça c'est l'opposition telle que je l'imagine. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette région Île-de-France, comment on l'a construit, comment on l'a bâti. Et puis c'est vrai aussi qu'ayant été confirmée dans mes fonctions ministérielles, il fallait que je continue la réforme de l'autonomie. J'avais ce défi du grand emprunt qui arrivait, là, avec ces 22 milliards d'euros pour la recherche et pour l'université. Il fallait définir les critères d'excellence, savoir comment on allait sélectionner les projets. Mais tout de même, on a l'impression que vous avez abandonné le champ purement politique. D'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui le nouvel organigramme de l'UMP, vous n'apparaissez pas dans les instances nationales. Votre ami Jean-François Copé, il vous a pas compté? Ah si, les ministres sont conseillers politiques de l'UMP et j'ai demandé à Jean-François Copé de pouvoir justement superviser l'Île-de-France, pour pouvoir mener une politique cohérente sur cette région, qui n'est pas n'importe quelle région. C'est la première région industrielle, c'est la première région agricole. Et j'ai créé un think tank, un club de réflexion qui s'appelle le Labo des idées, qui s'appuie sur un certain nombre de travaux d'intellectuels du monde entier pour parler justement de politique industrielle, de stratégie agricole, pour parler d'environnement, de transport, pour parler de sécurité. Donc on mouline les idées. Mais vous savez, quand on est dans l'opposition,
On entend moins parler de vous que quand on est dans la majorité. En Ile-de-France, on entend moins parler de vous que quand on est dans la majorité. Mais c'est quelque chose qui m'importe. Et moi, je travaillerai évidemment au projet de Jean-François Copé, de l'UMP, pour les présidentielles, parce que mon objectif, c'est évidemment qu'on apporte des idées neuves. Il y a beaucoup d'élus UMP qui sont inquiets en ce moment du nombre de débats, de polémiques lancés par Jean-François Copé. Je pense aux 35 heures, je pense au statut dans la fonction publique. Vous comprenez ces inquiétudes ? Moi, je crois qu'il n'y a pas de débat interdit. Il ne peut pas y avoir de débat interdit parce qu'un parti comme le FN, par exemple, ou même la gauche, se nourriront de notre silence. Je pense que ce qu'on a réussi à faire en 2007, c'est de gagner la bataille des idées. En 2007, la valeur travail, qui est une valeur qui aurait pu être une valeur de gauche, est devenue une valeur de droite avec le mérite, l'effort. Et ça, c'est gagner la bataille des idées. De la même façon, l'autonomie des universités, par exemple, qui impose la culture de la performance dans les services publics, avec des primes au mérite, des primes d'excellence, avec des contrats d'excellence, etc. Ça aussi, c'est une révolution. C'est la modernisation des services publics. C'est une bataille d'idées. La question du statut des fonctionnaires, de ce point de vue, évidemment, il ne faut pas remettre en cause le statut. Mais la stratégie de Copé, c'est la bonne, de lancer beaucoup de ballons d'essai comme ça. Mais je crois qu'il faut en lancer. Alors, cela dit, je pense aussi que le Premier ministre est dans son rôle de dire, attendez, ça c'est du débat d'idées, ok, mais ça c'est la politique que fera le gouvernement et il ne faut pas mélanger les deux. Ça peut faire fuir les électeurs aussi. On se demande si ce n'est pas une intention cachée chez certains éventuellement de mettre en danger Nicolas Sarkozy. Hein, vous le savez, c'est ce qu'on dit. Ça n'est absolument... ça ne peut pas être l'intention de l'UMP pour la bonne et simple raison que nous avons une politique à poursuivre. La réforme des retraites, la réforme de l'université, la réforme de la dépendance, la réforme de la fiscalité. Tout ça, ce sont des réformes qui sont nécessaires pour le pays, pour qu'on préserve notre modèle social et surtout pour qu'on sorte renforcé dans la bataille mondiale qu'on se livre aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez que la Chine, l'Inde, moi, je suis en contact permanent avec ces pays. Ils forment 1 million de chercheurs aujourd'hui. On ne peut pas rester sans faire des réformes. Est-ce que dans votre bureau, vous avez toujours et une photo de Jacques Chirac et une photo de Nicolas Sarkozy ? Oui. Ouais. Et si vous deviez choisir entre les deux ? Mais lequel a le plus compté dans votre carrière ? Mais il n'y a pas de choix. Attendez, c'est difficile de dire. C'est comme si je vous demandais qui compte le plus entre votre père et votre mari. Il y a des temps dans la vie. Non, mais il y a des temps dans la vie. Je veux dire, moi, Jacques Chirac m'a mis le pied à l'étrier et sans lui, je ne ferai pas de politique. Donc, à la limite, on peut dire que tout a démarré avec lui. En même temps, Nicolas Sarkozy me fait confiance, m'a nommé ministre. Je veux dire, c'est la plus belle preuve de confiance, m'a confié une réforme qui était l'une des plus difficiles à faire. Donc, je ne peux pas choisir entre, j'allais dire, un père naturel et un père adoptif. Jacques Chirac, vous l'avez rejoint à l'Élysée après la dissolution de 97. À l'époque, il paraît que et Lionel Jospin et Jacques Chirac, vous avez fait des propositions. Pourquoi vous avez choisi Chirac ? Parce qu'il était un peu has-been à l'époque. C'était Lionel Jospin qui était... Mais parce que j'ai fait un choix de conviction. Parce que j'ai fait un choix de conviction politique. Vous savez, c'est ce que je raconte l'histoire pour l'anecdote, parce qu'en réalité, ça montre un peu le système français. Le système français, c'est vous avez dans les grands corps des jeunes un peu ambitieux et un peu qui ont envie de travailler plus, et ils sont tout de suite happés par les cabinets ministériels. Et on leur demande même pas s'ils ont des convictions de droite ou des convictions de gauche. On leur propose les postes comme ça. Et quelquefois, ils s'asseyent sur leurs convictions politiques en disant c'est pas grave, pour ma carrière c'est mieux. Et moi, pour ma carrière, ça aurait sans doute été mieux d'aller chez Jospin à l'époque, parce que la gauche était là pour 20 ans, parce que Jacques Chirac n'allait jamais être réélu, parce qu'il avait fait la dernière bêtise politique de sa vie. Mais moi j'étais chiracienne et je me suis dit le FN est à 15%, la réforme de Juppé est plantée, Lionel Jospin va faire les 35 heures, au secours, je pars chez Chirac. Et il vous a demandé de l'initier aux nouvelles technologies, c'est ça ? Ça, c'était après l'épisode du mulot. Oui, alors c'est tout le paradoxe du lapsus sur Facebook, c'est que j'étais conseillère de nouvelles technologies, la spécialiste. Mais j'ajoute que mon profil Facebook date de 2007 et que j'étais l'une des premières ministres sur Facebook. Mais bon, on peut faire des lapsus à minuit, on peut faire des lapsus... Oui. Alors, c'était sur un autre plateau. Dernière question à propos... Il n'est pas minuit. Et il n'est pas minuit, pas encore. Restez éveillés. Autre question à propos de l'égalité professionnelle homme-femme, Valérie Pécresse. Est-ce que vous êtes favorable à des quotas dans la fonction publique pour imposer 60% ou 40% dans un premier temps ? 40% c'est l'objectif même. On en est à 20% aujourd'hui dans les cadres de la fonction publique de femmes. Moi, je suis toujours triste quand on me dit qu'il faut des quotas pour réussir à faire ce qu'on devrait faire comme on respire. Quand je suis arrivée au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Éducation nationale, il n'y avait pas de directrice femme. Voilà. J'en ai nommé 3. Bon.
Et je ne m'arrêterai pas en si bon chemin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment se mettre dans cette optique d'aller chercher les profils féminins. Ils existent. Pas de mesures coercitives comme le préconise un rapport soutenu par Georges Tron, d'ailleurs. Ah non, mais attendez. Si Georges Tron, qui a une vision beaucoup plus large que moi de la fonction publique, s'aperçoit que c'est la seule mesure transitoirement pour faire cela, mais je suis triste. D'accord. Si vous voulez, mon cabinet, je vais vous donner un exemple. Mon cabinet ministériel, quand je suis arrivée, on a fait un cabinet totalement paritaire. Et je ne l'ai pas fait exprès. C'est qu'en réalité, les jeunes femmes qui avaient des enfants se disaient, avec une ministre qui elle-même est jeune, qui elle-même a des enfants, on va pouvoir parler avec elle d'horaire, on pourra avoir de la souplesse. Elle comprendra qu'on peut travailler la nuit pour rattraper ce qu'on n'a pas fait le jour. C'est important. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de patron femme, la promotion des femmes est plus difficile. Je vais vous donner un exemple ou un autre. Le contrat doctoral. Est-ce que vous savez qu'avant, quand on donnait une bourse aux doctorants, si c'était une femme et qu'elle tombait enceinte, on ne prolongeait pas la bourse? Avec nous, on va prolonger la bourse. Merci Valérie Pécresse. Dernière question. Est-ce que vous auriez voté la loi légalisant l'euthanasie? Ça a été un grand débat cette semaine au Sénat. Oui ou non? Non, je ne l'aurais pas voté. Moi, je suis favorable à la loi Leonetti, mais il faut qu'on l'applique. C'est-à-dire qu'il faut que le laisser mourir et le refus de l'acharnement thérapeutique avec les soins palliatifs deviennent la règle. Et on manque d'unités de soins palliatifs, on le sait. On manque de moyens, et puis il y a aussi un problème de culture. Merci à vous, Valérie Pécresse, bonsoir. Merci Perrine, et à la semaine prochaine. Bonsoir. Six siècles après leur arrivée en Europe, les Roms continuent à vivre de caravane en bidonville aux portes de nos sociétés. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de mettre